Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877-827-2346. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. Yeah. Ce que vous venez d'entendre, c'est, on le sait, l'inimitable voix de Donald Trump qui, hier, tenait un discours en Arizona devant toutes sortes de fans au America Fest, expliquait toutes sortes de promesses électorales qu'il a faites, comment il comptait les appliquer, dont s'attaquer au délire transgenre. C'est les mots qu'il a utilisés. Il parle de signer des décrets pour mettre fin à tout ce qui est opération de changement de sexe chez les jeunes, empêcher les transgenres d'être dans l'armée, les sortir des écoles aussi. Pour en parler avec nous, parce que c'est inquiétant, ce genre de discours-là en 2024, Pascal Vaillancourt est directeur général d'Interligne, un organisme bien évidemment qui milite pour les droits des personnes LGBTQ+. Bonjour, monsieur Vaillancourt. Bonjour. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand on entend ce discours-là? Là, c'est une grosse salade, il y a plein d'éléments, mais y a-t-il quelque chose qui vous inquiète particulièrement dans tout ça? Ce que je trouve inquiétant, en fait, c'est que la haine, on l'a déjà entendu à maintes et maintes reprises dans la population parce que souvent, les préjugés créent de la haine. Toutefois, ce qui fait peur maintenant, c'est que c'est des politiciens qui l'ont. Puis là, M. Trump, on le sait, la dernière fois qu'il a été élu, dans son premier mandat, ça l'a délié la parole haineuse et on en récupère encore les conséquences, en fait, de ce premier mandat-là. Donc, le fait de le voir arriver avec des propos comme ça dans un deuxième mandat, ça va faire des gros dommages. Oui, parce que là, ils mettent toutes sortes de choses dans le même panier. Là. Parce que quand on parle des personnes trans, là, il a parlé des trans dans l'armée, dans les institutions, la mutilation sexuelle des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aux États-Unis, entre autres, de mettre tout dans le même panier quand on parle des trans? Ben, on le fait aux États-Unis, on le fait même ici parfois, ça arrive. Je pense que dans le fond, l'idée en ce moment, c'est de tenir l'épouvantail trans bien actif. Donc, c'est de faire peur aux gens, de leur dire qu'ils sont en train d'être envahis. On utilise des propos pour créer la crainte et c'est comme ça qu'on anime le discours haineux, en fait. Et c'est vraiment, je veux dire, les personnes trans sont partout dans la société, tout comme les personnes LGBTQ+, en général. Donc, je pense qu'on a un devoir d'éduquer, de sensibiliser pour que les gens en prennent soin et les aident parce que ce sont des personnes marginalisées au fait. Ouais, là, on entend tout le temps la même chose quand on parle des États-Unis comme ça. Il y a des gens qui nous écrivent, qui nous appellent, qui nous répètent. Ben là, c'est aux États-Unis, ça. Capotez pas. Ici, ça va bien. Au Québec, au Canada, tout va bien. Tout... On importe, hein, une partie de cette haine-là des États-Unis ici, pourtant. Ben, je pense qu'on peut pas faire semblant. Ça a une influence chez nous. Ça a clairement délié la parole haineuse, entre autres. Je pense pas que c'est seulement les États-Unis. Je pense qu'on a aussi nos courants de droite au Québec et au Canada. Par contre, le fait de voir que c'est possible chez nos voisins du Sud, qui est normalement le plus grand pays, du moins la plus grande puissance mondiale, je pense que ça a contribué à délier la parole haineuse chez nous aussi. Parce que là, quand on parle de bannir les gens trans de certains milieux, c'est assez ahurissant d'entendre ça. Pourquoi on voudrait, dans cette psyché-là, bannir? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut invisibiliser à ce point-là les gens trans alors qu'ils sont présents partout dans la société, vous le dites? Ben, je pense que ces discours-là, il n'y a absolument rien d'original là-dedans. Là. Je veux dire, à l'époque du Moyen Âge, on tabassait les personnes ou on les tuait. Je veux dire, il y avait des discours haineux dans ces époques-là aussi, puis on n'a pas... il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Si M. Trump voulait vraiment se démarquer, ben, il ferait des gestes concrets pour inclure puis faire en sorte que ces personnes-là soient en sécurité dans notre société. Et pourquoi? Ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur des personnes trans. Ce sont des personnes comme vous et moi, et ce sont des personnes qui vivent une réalité différente au niveau du genre, qui se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Par contre, dans toutes les sociétés, on a des parcours trans qu'on a vus, peu importe les époques. C'est pas une nouvelle réalité non plus. Non, c'est ça. Puis il y a quand même une différence entre vouloir, par exemple, légiférer sur qui peut participer à quel type de sport, puis est-ce que c'est son sexe à la naissance, est-ce que c'est le genre, le genre plutôt, là, le genre dont on se donne après la transition.
il y a une différence quand même qui est importante entre certains débats de société qu'on peut vouloir avoir puis lancer comme ça, bannir une frange des gens de la société. On a tendance à mettre les deux dans le même panier, encore une fois. Là. Ben dans le cas présent, c'est exactement ce qu'on fait. On met tout ensemble, puis en plus, on utilise des gros termes comme le délire trans ou l'idéologie trans dans le but de faire peur aux gens, dans le but de diaboliser ces réalités-là. Alors que, dans le fond, faut être conscient que la réalité trans, à cause de la non-acceptation de la société, ça génère des idéations suicidaires, des problématiques en santé mentale, parfois même des tentatives de suicide. Dans le fond, on a une responsabilité sociale de prendre soin de ces personnes-là si on ne veut pas avoir un problème de santé publique, puis si on ne veut pas perdre des gens qui sont proches de nous ou des proches de d'autres familles. Mais donc, je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'inclusion, puis je pense que c'est les politiciens, c'est le dernier rempart. On doit faire attention à chaque mot utilisé pour ne pas diaboliser. Moi, quand je vois ça, c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est de me dire que notre dernier rempart de société ne fait pas attention aux mots utilisés. On parlait du mot wokisme aussi dans l'article de la presse qui parlait de M. Trump. La diabolisation du mot woke, là, on le fait au Québec en ce moment. Là. On l'entend au Québec dans la bouche de certains politiciens. Ouais. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que l'idée derrière ça, c'est d'être ouvert aux autres, d'avoir de l'ouverture sur les réalités qu'on connaît moins. Ouais. Donc, et le but ultime, c'est de prendre soin des gens dans notre société. Faites-vous traiter de woke, vous, chez Interlink? C'est quelque chose qui arrive, une espèce d'accusation sac fourre-tout qu'on vous donne? Je ne sais pas si Interlink se fait traiter de woke. Je pense qu'on a des positions qui sont wokistes dans la tête de bien des gens parce qu'on est plus axé sur l'ouverture, sur les droits de la personne, en fait. C'est ça l'enjeu du wokisme. C'est ça, le concept même de votre organisme, on s'entend. Et encore une fois, c'est une espèce de mot fourre-tout dans lequel on vient tout sacrer, même si il peut y avoir un fond de vérité ou une dérive de gauche dans certaines politiques ou idéologies. Ça veut pas dire que parce qu'on est ouvert sur le monde qu'on devient les méchants woke. Puis ça, c'est important de faire ce rappel-là. Quand on va aux États-Unis, il y a des endroits qui sont plus sécuritaires que d'autres, peut-être pour les gens de certaines minorités sexuelles. Est-ce que c'est quelque chose dont vous mettez en garde les gens, vous, de votre côté, la communauté, quand on se rend aux États-Unis dans certains coins, là, que j'imagine ça va empirer avec les nouvelles qu'on rapporte aujourd'hui, puis un discours du genre, mais est-ce qu'il y a des précautions en 2024 à prendre quand on se rend aux États-Unis, quand on est d'une minorité sexuelle quelconque? Malheureusement, oui. Je pense que oui, il faut faire attention. Dans le premier mandat de Donald Trump, il y avait une carte qui existait sur les sites web, en fait, sur les internets, qui disait qui mettait en couleur, en fait, les États qui étaient dangereux pour une personne trans d'aller, dangereux pour sa santé, sa sécurité. Et cette carte-là, plus le mandat de Trump a avancé, plus cette carte-là est devenue rouge, en fait, complètement rouge, en voulant dire il y a beaucoup d'États où c'est dangereux. Même dans son premier mandat, il y avait eu aussi une alerte du gouvernement canadien qui prévenait les voyageurs que c'était dangereux d'aller aux États-Unis. Donc, malheureusement, je suis obligé de dire que d'aller aux États-Unis pour une personne trans, ça peut être dangereux, malheureusement. On finit l'année 2024 en ce moment. C'est l'heure des bilans pour à peu près tout le monde. De votre côté, Interlink, on a-tu quand même des bonnes nouvelles? Là? C'est sombre, c'est glauque un peu, tout ce dont on parle, mais c'est une bonne année ici qui se termine pour vous du côté d'Interlink? Je suis mitigé. Il y a des bonnes choses, en effet. Des fois, on a beaucoup, en fait, accès au discours négatif à travers soit les médias ou à travers l'espace public. Il y a quand même beaucoup plus d'ouverture au Québec qu'il y en avait par le passé. Il y a encore du chemin qui se fait. Mais malheureusement, je suis obligé d'admettre qu'on a un certain recul depuis 2 ans qu'on observe. Les appels qui touchent les violences à notre ligne d'écoute sont en augmentation de 68 %. 68 %? 68 %. On parle plus de violence aujourd'hui qu'on en parlait l'année d'avant. Alors, je suis obligé de le nommer, en fait. Puis la transphobie, c'est encore en augmentation aussi dans ces appels-là de façon très marquée. Je pense que c'est une vingtaine de pourcents, 28 % de plus qu'on a de transphobie à la ligne d'écoute à l'heure actuelle. Donc, oui, il y a des choses qui vont mieux, il y a de l'ouverture, il y a certaines avancées qui sont faites, mais malheureusement, à la ligne d'écoute, parce qu'Interlink, on n'est pas un organisme de défense de droit, on est un organisme de soutien aux communautés. Et malheureusement, je suis obligé de dire que dans la nature des recours aux services qu'on reçoit chez nous, c'est plus dramatique un peu.
Ouais, mais prenons-le le temps de bien dire, d'expliquer aux gens qui écoutent à la maison là, les services que vous offrez. Le temps des fêtes, ça peut être une période qui est fantastique, mais aussi misérable pour certaines personnes qui ont de la difficulté. Puis je pense aux gens qui sont issus de minorités sexuelles, qui se ramassent dans un party de Noël. Là. Si tu te fais poser, je sais pas, t'es homosexuel, puis tu te fais poser pour la 98e fois la question, tu te ramènes une petite blonde là, cette année à Noël? Ça peut être une période difficile. Rappelez-nous les services que vous offrez si jamais les gens en ont besoin. En fait, le principal service d'Interligne, c'est une ligne d'écoute, d'aide et de renseignement qui est disponible 24/7, 365 jours par année. Donc, les gens peuvent nous appeler au numéro 1-888-505-1010 et ils peuvent nous téléphoner à tout moment de la journée, peu importe ce qu'ils vivent. Les motifs pour appeler, c'est très varié. Ça peut être de l'accompagnement pour un coming out, pour un dévoilement de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, jusqu'à des appels de violence ou des appels pour briser la solitude. Nous, c'est une gang d'intervenantes qui répondent à la ligne d'écoute, qui sont des personnes LGBTQ+, mais diplômées dans le domaine des sciences sociales comme sexologie, travail social et psychologie. Et on a plusieurs autres services aussi pour la prévention des violences, la sensibilisation dans nos écoles, la sensibilisation dans nos milieux de travail. Donc, ce sont des services où on va à l'année longue faire de la formation, de l'accompagnement, en fait, pour rendre les milieux plus inclusifs. Si je ne m'abuse aussi, il y a un service juridique à Interligne d'accompagnement? Oui, on a une clinique juridique, en fait, où c'est des juristes pro bono qui viennent donner du temps pour répondre à différentes questions juridiques, soit en lien avec la discrimination, mais toute forme de discrimination. Ça peut être la discrimination au logement, ça peut être la discrimination au travail, bref. Dans le fond, on reçoit les appels, on prend un petit moment pour aller chercher les informations juridiques nécessaires, puis ensuite, une personne va faire le suivi avec la personne pour lui donner les informations. Oui, puis je prends le temps de le nommer parce qu'on a interpellé ici à l'émission de Mario Dumont durant la saison le service juridique d'Interligne, une avocate qui aide de ce côté-là, justement, dans un dossier de logement. Figurez-vous donc, là, on est en 2024, puis c'est un dossier excessivement sensible, mais on a un couple de femmes qui habitaient dans un appartement, dans un logement, et les gens qui sont propriétaires du logement en question, sont, dans ce cas-ci, sont de religion musulmane, mais on se comprend que ça peut être de toute autre religion, qui ont décidé de dire non, nous, on n'aime pas ça, on veut pas dans nos mœurs qu'il y ait des gens qui sont du même sexe qui vivent sous notre toit, puis ils leur ont dit, on va trouver le moyen de vous sacrer dehors. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve écrite. Il n'y a rien qui permet d'aller accuser ou d'aider du côté du tribunal administratif du logement ce couple-là. Et on avait fait appel, justement, à une avocate là, qui travaille auprès de la clinique d'Interligne, comme quoi ça existe encore au Québec en 2024. Puis c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, qu'on entend des discours comme ça. C'est important de rappeler tous ces phénomènes-là. On n'est pas immunisé à quoi que ce soit. Pascal Vaillancourt, vous êtes le directeur général d'Interligne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Joyeux temps des fêtes.